Avant de commencer cette histoire, si vous aimez les enquêtes vraies, les affaires classées qui ressurgissent des décennies plus tard, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous êtes sur le point d'entendre va bouleverser votre perception de la justice et de la loyauté. Parce qu'en Corse, les secrets ne meurent jamais vraiment. Ils s'enterrent. Jusqu'au jour où quelqu'un décide de les déterrer. On est en septembre 1982, dans le village côtier de Cargèse, en Corse du Sud. À cette époque, l'île vit au rythme des vendanges, des odeurs de maquis chauffés par le soleil, et des conversations murmurées dans les cafés, où chaque regard semble cacher un non-dit. Mais ce 14 septembre, un événement allait briser la quiétude du village. La disparition inexpliquée d'un habitant respecté, Antoine Philippi, 42 ans, charpentier et membre actif de la paroisse. Antoine était connu comme un homme discret, fidèle à sa famille, très croyant, et toujours prêt à aider ses voisins. Il avait quitté sa maison en fin d'après-midi pour se rendre à la petite église Saint-Spiridon, où il devait rencontrer le curé pour discuter de réparations à effectuer sur la toiture. Il n'y arrivera jamais. Sa voiture sera retrouvée garée, moteur froid, à quelques mètres du parvis de l'église. À l'intérieur, son chapelet, sa veste et un panier de figues qu'il devait offrir au prêtre. Mais aucune trace de lui. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. On ne disparaît pas comme ça ici, pas sans raison. Quelqu'un sait quelque chose. En Corse, on ne parle pas facilement. Par respect, par peur, par loyauté, mais aussi parce que certains secrets appartiennent à la terre autant qu'aux hommes. Les gendarmes de la brigade d'Ajaccio furent dépêchés sur place. Ils interrogèrent les habitants, inspectèrent les chemins, les ravins, la côte. On fouilla le maquis, les cavités rocheuses, même certaines bergeries abandonnées. Rien. Pendant des semaines, aucune avancée. Jusqu'à ce qu'un élément troublant surgisse. Une vieille femme du village, Maria Bartoli, affirma avoir vu Antoine la nuit même de sa disparition. Selon elle, il marchait rapidement vers le sentier qui mène à la mer, suivi de 2 silhouettes. Elle ne reconnut personne, mais jura avoir entendu une phrase. « Tu ne devrais pas faire ça, Antoine. » Le témoignage fut vite étouffé. Certains habitants dirent que Maria n'avait plus toute sa tête. Mais en privé, on racontait une autre version. Maria avait vu ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. 1982 devint 1983. Puis 1984. L'affaire fut classée, faute de preuves, officiellement considérée comme disparition volontaire. Officieusement, personne n'y croyait. La famille Philippi déménagea sur le continent. Le silence retomba sur Cargèse. Mais le silence n'efface jamais les traces. Il les protège. Coupure, ton serein. 40 ans plus tard, en 2022, l'affaire va ressurgir de manière inattendue, à cause d'une simple vente immobilière. Un jeune couple de Lyon décide d'acheter une maison ancienne en pierre, située à flanc de colline, avec vue sur la mer. L'ancienne propriétaire venait de décéder. Il s'agissait de Maria Bartoli. Lors des travaux, un maçon découvre, derrière un mur intérieur, soigneusement scellé, une boîte en métal rouillé. À l'intérieur, un carnet, quelques photos et un bracelet en argent gravé du nom Antoine. La gendarmerie est alertée. Le carnet va tout changer. Ce journal, tenu par Maria entre 1982 et 1985, relate ses observations secrètes, ses peurs, et surtout des noms qu'elle n'osait pas prononcer à haute voix. Des noms de personnes respectées du village. Des personnes encore vivantes. Le capitaine de gendarmerie chargé de rouvrir le dossier, Julien Marchand, arrive en Corse convaincu qu'il s'agit peut-être d'un simple fantasme d'une vieille femme. Mais plus il lit le carnet, plus une certitude s'impose. Maria n'inventait rien. Au contraire, elle en disait probablement moins que ce qu'elle savait réellement. Le carnet évoquait notamment des réunions nocturnes, des discussions autour d'un accord brisé par Antoine, et la mention d'un lieu. Le cercle des pins noirs, là où tout a commencé et où tout devra finir. Un lieu qui n'existe sur aucune carte officielle. À partir de ce moment, l'enquête prend une tournure inattendue, plongeant dans l'histoire profonde de la communauté, ses rivalités, ses secrets fraternels, et des loyautés si anciennes qu'elles se transmettaient presque comme une religion. Et lorsque le nom de la personne arrêtée en 2024 sera révélé, il choquera la Corse entière. Car il s'agit de quelqu'un que personne n'aurait soupçonné. Quelqu'un considéré comme un pilier de la communauté. Un homme qui, depuis plus de 40 ans, portait le masque de l'honneur, après avoir enseveli un secret inavouable. Le capitaine Julien Marchand décida de commencer par vérifier l'existence du mystérieux cercle des pins noirs. Les habitants interrogés feignirent l'ignorance. Certains haussaient les épaules, d'autres baissaient les yeux. Mais tous avaient la même réaction étrange, un silence trop lourd pour être anodin. Un soir, alors qu'ils buvaient un café au bar du village, un petit établissement sur la place centrale,
où les anciens jouent aux cartes sous un portrait jauni de Napoléon, un vieil homme, Francesco Rossi, s'assit à sa table sans y être invité. Il posa simplement une phrase, comme un avertissement. « Capitaine, si vous avez trouvé ce carnet, partez. Certains chapitres de notre histoire doivent rester fermés. » Marchand ne répondit pas. Il observa longuement le vieil homme, le visage buriné par le soleil et les années, avant que celui-ci ne se lève et quitte le bar, avec la lenteur d'un homme qui porte un poids invisible. Ce fut ce soir-là que Marchand comprit qu'il ne s'agissait pas d'une affaire criminelle ordinaire. Il y avait là un code du silence tissé depuis des générations. Le lendemain, il consulta les archives municipales. Dans un dossier poussiéreux, il trouva une carte ancienne du village datant des années 1950. Un endroit y figurait, aujourd'hui absent des documents modernes, Pinta di Ineri, la Pinette des Noirs. Un hameau abandonné après un incendie dans les années 60. Le nom était étrangement proche de celui du carnet, Cercle des Pins Noirs. Marchand décida de s'y rendre. La Pinède se trouvait à une courte marche du village, au bord d'une falaise surplombant la mer. Le vent y soufflait avec une odeur de sel et de résine. Quelques murs noirs, traces d'un ancien incendie, se dressaient encore, comme des dents cassées dans un décor d'ombre. Au centre, un cercle de pierre recouvert de mousse. Il imagina Antoine ici, 40 ans plus tôt, face à quelque chose dont Maria avait eu peur au point d'enfermer ses notes dans un mur. Grâce au carnet, la gendarmerie convoqua 6 habitants encore vivants, dont les noms apparaissaient dans les pages de Maria. Tous étaient âgés aujourd'hui. Parmi eux, un ancien instituteur, un médecin à la retraite, un commerçant réputé et un homme respecté au sein du conseil municipal. Marc-Antoine Liandry. Lors des auditions, un schéma perturbant apparut. Chacun minimisait son lien avec Antoine Philippi, prétendant ne pas le connaître aussi bien que ce que le carnet suggérait. Mais un détail revenait constamment. Le 14 septembre 1982, tous avaient été absents du village, ou prétendaient l'être. Pour un village où l'on sait toujours où se trouve tout le monde, cette coïncidence était trop parfaite. Le capitaine Marchand chercha des preuves matérielles. Mais un détail revenait constamment. Le 14 septembre 1982, tous avaient été absents du village, ou prétendaient l'être. Pour un village où l'on sait toujours où se trouve tout le monde, cette coïncidence était trop parfaite. Le capitaine Marchand chercha des preuves matérielles. Rien dans les registres. Rien dans les archives médicales ou notariales. Pendant un temps, l'enquête sembla piétiner comme celle de 1982. Jusqu'à ce qu'une femme prenne contact anonymement. Elle demanda à rencontrer Marchand la nuit, au belvédère surplombant le golfe. Lorsqu'il arriva, il vit une silhouette frêle, emmitouflée dans un manteau noir. Sa voix tremblait lorsqu'elle parla. « Je ne peux pas dire mon nom. Mais je dois vous dire. Antoine n'est pas parti. Il a été jugé. Pas par la justice. Par eux. » Marchand insista pour obtenir des détails. Elle résista, puis céda. Antoine voulait révéler quelque chose qu'il avait découvert sur le cercle. Ils l'ont convoqué au Pin Noir. Maria a tout vu. Elle n'a pas menti. Avant que Marchand ne puisse poser une autre question, la femme partit précipitamment, disparaissant dans la nuit. Cette phrase allait obséder le capitaine. Il a été jugé, pas par la justice, par eux. En analysant le carnet de Maria plus attentivement, Marchand remarqua de petites annotations en marge, presque invisibles. Certaines phrases étaient codées par des initiales. 3 lettres revenaient souvent, LMA. En croisant les noms du carnet, un seul correspondait, Liandry Marc-Antoine. Le conseiller municipal respecté. Le parrain officieux du village. Un homme considéré comme un modèle d'intégrité. Et pourtant, Maria avait écrit à son propos. Il sourit le jour, mais la nuit, il décide du sort des hommes. Ce fut suffisant pour obtenir un mandat de perquisition. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison de Liandry en 2024, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient trouver. Et ce qu'ils allaient découvrir allait finalement mener à son arrestation, créant un choc dans toute la communauté, une onde de stupeur qui dépassera la Corse et atteindra les médias nationaux. Mais avant cette arrestation, une dernière pièce du puzzle devait apparaître. Et elle venait du passé. La perquisition chez Marc-Antoine Liandry eut lieu à l'aube, afin d'éviter les regards trop curieux. Pourtant, à Cargèse, même les murs semblent avoir des yeux. Plusieurs volets s'entr'ouvrirent au passage des gendarmes, et des silhouettes immobiles restèrent derrière le rideau, observant en silence l'arrivée du fourgon. La maison de Liandry, bâtie sur les hauteurs du village, offrait une vue imprenable sur la mer, comme si son propriétaire avait voulu dominer le paysage et ceux qui y vivaient. À l'intérieur, tout était rangé avec un soin presque clinique. Aucun objet ne semblait déplacé, pas la moindre trace de désordre. On aurait dit que chaque chose avait été placée selon un rituel précis.
Dans le bureau, une bibliothèque imposante couvrait tout un PN de murs, rempli d'ouvrages sur l'histoire de la Corse, la théologie, et surtout des livres sur les anciennes confréries religieuses de l'île. Un gendarme remarqua un détail. Certaines pages de ces livres étaient marquées d'un discret trait au crayon, toujours au chapitre concernant les rites de pénitence ou les jugements internes aux fraternités du XVIe siècle. Mais ce ne fut pas dans le bureau que l'objet le plus compromettant fut trouvé. Dans le grenier, derrière une malle recouverte d'une bâche et d'une épaisse couche de poussière, ils découvrirent une petite boîte en bois sombre, fermée par un verrou ancien. Le capitaine Marchand l'ouvrit lui-même. À l'intérieur, plusieurs objets reposaient, alignés comme les pièces d'un puzzle macabre, un mouchoir brodé des initiales AF, un chapelet avec une croix en argent ternie par le temps, et une photographie. Sur l'image, datée de 1981, on voyait Antoine Philippi, souriant, aux côtés de 5 autres hommes, dont Marc-Antoine Liandry. Ils se trouvaient devant un cercle de pierre, celui que Marchand avait vu dans la Pinède, et tous portaient au cou un même pendentif en forme de petits rameaux de pin noir. Lorsque Liandry fut confronté à ces objets, il resta impassible. Il se contenta de regarder Marchand droit dans les yeux et dit calmement « Vous ne comprenez pas ce que vous manipulez. Certaines traditions ne doivent pas être jugées avec vos lois. » Ce refus de coopérer renforça les soupçons. Liandry fut placé en garde à vue. Pendant l'interrogatoire, il ne nia pas connaître Antoine. Au contraire, il parla de lui avec une sorte de mélancolie possessive, comme d'un frère perdu. « Antoine faisait partie de nous », répéta-t-il. Mais dès que Marchand évoqua la nuit du 14 septembre 1982, son visage se ferma. Ses yeux s'assombrirent et il murmura « Il a rompu le serment. Il avait choisi le chemin de la trahison. Il devait répondre de ses actes. » Marchand lui demanda de préciser ce que cela signifiait. Liandry s'enferma dans le silence, mais ces mots avaient déjà confirmé l'existence d'un groupe, d'un jugement parallèle et d'une sentence. Pour avancer, il fallait retrouver les autres hommes de la photo. 2 étaient décédés. L'instituteur, Pietro Mancini, vivait désormais dans une maison de retraite à Corté. Le médecin, Giacomo Serra, résidait toujours en Corse, mais dans un état de santé fragile. Le dernier, Lorenzo Valenti, avait quitté l'île depuis les années 90 et vivait à Nice. Chacun détenait une part de vérité, mais tous avaient gardé le secret pendant plus de 40 ans. Marchand rencontra d'abord Mancini. L'ancien instituteur, affaibli mais lucide, sembla soulagé que l'affaire ressurgisse enfin. Il admit qu'en 1982, un groupe informel d'hommes du village s'était réuni régulièrement pour traiter des problèmes internes, selon une tradition héritée des confréries religieuses du passé. Ils se faisaient appeler eux-mêmes le cercle, et leur rôle officieux était de préserver la cohésion du village, de régler les conflits discrètement, sans impliquer la justice officielle. Ce système, disait-il, fonctionnait tant que tous respectaient la règle sacrée du silence et de l'unité. Puis il prononça ce que Marchand redoutait d'entendre. Antoine voulait dénoncer certaines pratiques du cercle. Il disait que nous étions allés trop loin. Il voulait parler à la gendarmerie. Il avait raison. Mais nous avons eu peur de ce que cela provoquerait. La peur a pris le dessus sur la raison. Il ferma les yeux, et des larmes se formèrent. Nous ne voulions pas sa mort. Nous voulions le dissuader. Mais quelque chose a dégénéré cette nuit-là. Mancini refusa d'en dire davantage. Il avait avoué l'essentiel. Antoine avait été convoqué par le cercle et jugé, en secret. De retour à Cargèse, Marchand reçut un appel de Nice. Lorenzo Valenti avait accepté de parler, mais seulement à condition que l'entretien ne soit pas enregistré. Marchand se rendit à Nice le lendemain. Valenti, un homme marqué par l'alcool et les regrets, avoua que la nuit du 14 septembre, ils avaient retenu Antoine dans la Pinède. Un procès eut lieu, mené par Liandry, qui avait exigé qu'Antoine renouvelle son serment de silence. Antoine refusa. Il aurait prononcé ces mots « La vérité doit sortir, même si elle détruit tout ». Les hommes présents, incapables de se mettre d'accord sur ce qu'il fallait faire, se seraient séparés en laissant Antoine seul dans la nuit. Selon Valenti, il était encore vivant lorsqu'il l'avait quitté. Je pensais qu'il rentrerait chez lui. Je ne savais pas que... Il ne termina pas sa phrase. Quelqu'un est revenu le voir après notre départ. Quelqu'un a pris une décision définitive. Mais ce n'était pas nous tous. Lorsque Marchand lui demanda qui, Valenti serra les dents et répondit « Vous le savez déjà ». Grâce à ces témoignages, des zones d'ombre s'éclaircissaient, mais la question principale demeurait « Comment Antoine était-il mort et où se trouvait son corps ?» Les recherches reprirent dans la Pinède, avec des moyens modernes. Un chien spécialisé détecta une zone où la terre avait été remuée autrefois. En creusant, ils découvrirent des restes humains et un pendentif brisé portant l'initiale A. L'analyse ADN confirmera plus tard qu'il s'agissait bien d'Antoine Philippi.
Lorsque la nouvelle se répandit dans Cargèse, une onde de choc traversa le village. Certains habitants pleurèrent ouvertement. D'autres restèrent figés, comme si un secret ancestral venait de se dissoudre sous leurs yeux, les laissant nus, vulnérables. Des familles entières furent divisées. On entendit des cris dans les ruelles. « Traître! Vous avez tué l'honneur de ce village. » Et d'autres, tout aussi désespérés. « Vous avez détruit notre paix. Pourquoi avoir déterré le passé ?» L'arrestation de Marc-Antoine Liandry fut rendue publique. Les médias affluèrent. Les caméras envahirent la place où les habitants avaient l'habitude de jouer aux cartes. Liandry traversa la foule, menotté, le regard droit, sans un mot. Certains l'insultèrent, d'autres détournèrent les yeux. Une femme lui lança « Tu nous as tous menti. Pendant 40 ans. » Il s'arrêta, tourna la tête vers elle et dit calmement « J'ai protégé ce village comme personne d'autre ne l'aurait fait. » Sa voix n'avait aucune hésitation. Les jours qui suivirent l'arrestation furent étouffants. Non pas à cause de la chaleur, l'automne s'installait déjà, mais à cause de l'atmosphère lourde qui pesait sur Cargèse. Les cafés se vidèrent, les conversations s'étouffaient dès qu'un inconnu approchait, et les anciens, qui autrefois occupaient la place du village du matin au soir, restaient enfermés chez eux. Le scandale avait brisé quelque chose de profond, non seulement la façade de respectabilité, mais aussi l'idée même que le village formait une seule et même famille. Le capitaine Marchand savait qu'il restait encore des zones d'ombre. Les témoignages des anciens membres du cercle différaient sur un point crucial. Aucun ne prétendait avoir vu la mort d'Antoine. Tous racontaient s'être dispersés après la confrontation, persuadés qu'Antoine rentrerait chez lui. Mais le corps retrouvé montrait clairement qu'il n'était jamais reparti vivant de la Pinède. Quelqu'un avait agi après leur départ. Marchand devait savoir qui. Un élément le troublait depuis le début, le rôle de Maria Bartoli. Pourquoi avait-elle caché le carnet chez elle plutôt que de le remettre à la police? Pourquoi avait-elle continué à noter des observations jusqu'en 1985, comme si elle surveillait encore quelqu'un? Et surtout, comment savait-elle autant de choses si elle n'avait été que témoin de loin? Une hypothèse s'imposa peu à peu. Maria n'avait pas uniquement observé. Elle avait peut-être protégé quelqu'un, ou quelque chose. Marchand retourna dans la maison désormais vide de Maria. Il voulait revoir l'endroit exact où la boîte avait été trouvée. En examinant le mur, il remarqua des marques à peine visibles sur la pierre, comme si une croix avait été gravée puis effacée. Était-ce un simple repère ou un signe destiné à quelqu'un? Dans une des pièces du rez-de-chaussée, il trouva un tiroir contenant des lettres anciennes, soigneusement rangées dans des enveloppes jaunies. La plupart étaient signées par le père d'Antoine, mort depuis longtemps. Mais l'une attira son attention. L'écriture était différente, plus hésitante, et la signature se résumait à une seule initiale, M. Le contenu glaça Marchand. La lettre disait, en substance, « Je sais ce que vous avez fait. Je ne parlerai pas, tant qu'on le laisse en paix. » Quelque chose suggérait que Maria avait négocié le silence. Mais avec qui? Pendant ce temps, au centre de détention d'Ajaccio, Marc-Antoine Liandry restait impassible. Les interrogatoires successifs n'avaient pas fissuré son discours. Il reconnaissait l'existence du cercle, mais niait tout meurtre. Pour lui, Antoine était parti vivant. « Ce qui s'est passé après n'est pas de mon fait », répétait-il. Selon lui, quelqu'un avait trahi le cercle cette nuit-là. Il affirma qu'un homme, présent à la Pinède en 1982, n'avait jamais été interrogé. Marchand revoyait la photo, 6 hommes, mais seuls 5 avaient été identifiés. Le dernier restait dans l'ombre. En grossissant l'image à l'aide du service de police scientifique, un visage, partiellement caché, devint plus distinct. Un homme jeune à l'époque, aux traits fins, que Marchand ne reconnaissait pas. Il montra la photo à Mancini, l'ancien instituteur, qui blêmit. « Il n'aurait jamais dû être là », murmura-t-il. Ce n'était pas sa place. Il n'était qu'un novice. Marchand s'efforça d'obtenir un nom, mais Mancini détourna la tête. S'il a fait ce que je crains, Maria avait raison de se taire. Il faut le laisser dans son oubli. Mais Marchand n'était pas homme à abandonner. Il retourna encore voir Giacomo Serra, le médecin, qui se trouvait dans une maison modeste, surveillé par sa fille. L'homme, affaibli, semblait prêt à s'éteindre. Mais lorsqu'on lui montra la photo, il eut un sursaut de lucidité. Ce garçon, il ne devait pas participer. Il était instable. Il disait que la parole d'Antoine serait la ruine du village. Il croyait qu'il faisait le bien. Serra fronça les sourcils, cherchant le nom dans sa mémoire. Matteo. Matteo quelque chose. Oui, Matteo Costa. Le nom résonna comme un éclair dans l'esprit de Marchand. Matteo Costa avait quitté Cargèse en 1983, quelques mois après la disparition d'Antoine. Certains disaient qu'il était parti travailler sur le continent.
D'autres murmuraient qu'il avait des choses sur la conscience. On évoquait des crises de colère, des disparitions nocturnes, des accès de violence. Aucun dossier judiciaire ne le concernait. Il avait tout simplement cessé d'exister dans les registres du village, comme si on l'avait effacé. Marchand lança une recherche nationale. Après quelques jours, une piste apparut. Un homme du nom de Matteo Costa, 62 ans, vivait dans un petit village près de Toulon, sous un nom légèrement modifié, Matteo Coste. Marchand se rendit sur place avec 2 enquêteurs. Ils trouvèrent un homme solitaire, vivant dans une maison en bordure de forêt, entouré de chiens. Son regard était celui d'un homme hanté. Quand ils se présentèrent, Matteo ne nia pas son identité. Il les fit entrer, comme s'il attendait cette visite depuis des années. Au début, il parla calmement, puis ses mots se firent plus saccadés, plus douloureux. Ce soir-là, j'ai voulu le convaincre de garder le silence. Je l'ai suivi après que les autres sont partis. Je voulais qu'il comprenne. Mais il a dit que Dieu ne voulait pas du silence. Il a dit qu'il parlerait quoi qu'il arrive. Matteo se prit la tête entre les mains. Je n'ai pas voulu, mais il m'a provoqué. Il m'a poussé. Je n'ai pas réfléchi. Je l'ai fait taire. Je croyais sauver tout le monde. Il avoua avoir enterré le corps là où on l'avait retrouvé. Il ajouta qu'il était retourné plusieurs fois dans la Pinède durant les mois suivants, par crainte qu'on découvre la tombe. L'aveu de Matteo Costa fut enregistré, mais Marchand ressentit peu de satisfaction. Ce n'était pas la victoire d'une enquête, mais le dénouement d'une tragédie qui avait rongé des vies pendant 4 décennies. Matteo fut placé en garde à vue, puis transféré en Corse pour être présenté à un juge d'instruction. Durant le trajet, il resta silencieux, les yeux perdus dans le vide, comme si son esprit était resté figé dans la nuit du 14 septembre 1982. À plusieurs reprises, il demanda seulement « Est-ce que Maria a vraiment tenu parole jusqu'au bout ?» Quand Marchand lui confirma que oui, Matteo ferma les yeux et murmura un merci à voix basse, comme si cette fidélité silencieuse était la seule chose qui comptait encore. La nouvelle de son arrestation se répandit aussi vite que celle de Liandry. Si l'interpellation du notable avait provoqué la stupeur, celle de Matteo déclencha un mélange de colère, de compassion et d'incompréhension. Les anciens du village, qui se souvenaient du jeune homme fragile et impressionnable qu'il avait été, peinaient à l'imaginer commettre un acte aussi grave. Pour d'autres, son départ précipité en 1983 avait toujours laissé planer un doute. Dans les ruelles, on entendait désormais des phrases brisées, dites à demi-voix. « C'était lui, alors, pauvre garçon, il n'était pas fait pour ça, on l'a laissé porter un poids trop lourd. » Pour Liandry, l'affaire prit une autre tournure. Son statut de figure respectable attira davantage l'attention des médias. On ressortit des images de lui inaugurant des bâtiments, soutenant des activités locales, prononçant des discours sur la préservation de l'identité corse. À l'écran, son visage semblait porter l'assurance d'un homme convaincu d'avoir toujours agi pour le bien. Mais l'opinion publique se divisa. Certains défendaient encore son rôle, arguant qu'il avait cherché à maintenir la paix au village. D'autres le comparaient à un patriarche autoritaire, persuadés que la loi de son cercle valait plus que celle de la République. Durant l'instruction, de nombreux habitants furent entendus. Peu à peu, les langues se délièrent. Des faits oubliés, des gestes anodins à l'époque, prirent un sens nouveau. On découvrit qu'après la disparition d'Antoine, plusieurs familles avaient soudainement reçu des aides discrètes, des travaux gratuits, ou l'intervention de Liandry pour résoudre des litiges. Comme si le cercle avait tenté d'acheter la paix sociale, de compenser l'absence laissée par Antoine, ou de détourner l'attention du vide qu'il avait créé. La famille Filippi, restée sur le continent, fut informée de la réouverture de l'affaire. La veuve d'Antoine, désormais âgée, refusa de revenir en Corse. Elle envoya sa fille cadette, qui n'avait que 2 ans lorsque son père avait disparu. Lorsqu'elle arriva au village, certains habitants baissèrent la tête de honte. Elle demanda à voir le lieu où l'on avait retrouvé les restes de son père. Marchand l'Y accompagna. La Pinède semblait différente ce jour-là. Le vent était tombé, le silence presque religieux. Elle s'agenouilla près de la terre retournée, posa sa main sur le sol et resta ainsi longtemps sans dire un mot. Puis elle demanda simplement « Pourquoi n'ont-ils pas laissé la vérité sortir ? Mon père n'aurait pas voulu de vengeance. » Marchand n'eut pas de réponse. Le procès s'ouvrit 1 an plus tard, en 2025, à Ajaccio. La salle était pleine à craquer. Des journalistes venus de toute la France s'entassaient pour couvrir ce qu'on qualifiait déjà de « procès du silence corse ». Liandry et Matteo comparurent côte à côte, sans se regarder. Le premier conserva la posture d'un homme sûr de ses principes. Le second semblait écrasé par la culpabilité. Les témoignages se succédèrent. Les anciens membres du cercle racontèrent leur version des faits, chacun tentant de délester sa conscience.
Les avocats plaidèrent la pression communautaire, la tradition, la peur de l'effondrement du tissu social. Le procureur, lui, rappela qu'aucune tradition ne pouvait justifier la privation de liberté, la violence ou la mort d'un homme. Lorsque Matteo prit la parole, un silence absolu s'installa. Il expliqua qu'il n'avait jamais voulu tuer, qu'il avait agi dans la panique, convaincu qu'Antoine était sur le point de détruire leur famille. Il répéta, la voix brisée, « J'étais jeune. J'ai cru aux mots de ceux que je respectais. Je pensais faire le bon choix. » Puis il regarda la fille d'Antoine, assise au premier rang, et dit, « Je vous ai volé votre père. Je n'ai aucune excuse. Je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Je veux seulement que vous sachiez que je n'ai pas vécu un jour sans y penser. » Liandry, appelé à témoigner à son tour, resta fidèle à lui-même. Il ne chercha ni à nier, ni à avouer entièrement. Il parla de devoir, de loyauté, de protection du collectif. « J'ai fait ce que les anciens avaient toujours fait avant nous. Ce cercle n'est pas né avec moi. Il existait déjà dans les murmures et les gestes. J'ai seulement continué. Peut-être aurais-je dû l'arrêter. » Lorsqu'on lui demanda s'il regrettait, il répondit « Je regrette la mort d'Antoine. Je regrette que le cercle ait cessé d'être un lien pour devenir une chaîne. » Le verdict tomba après plusieurs jours d'audience. Matteo fut condamné à une peine de prison ferme, avec une réduction tenant compte de son âge, de son repentir et du fait qu'il avait vécu 40 ans sous le poids de son acte. Liandry, reconnu coupable de séquestration et d'avoir instauré un système d'emprise ayant conduit à un homicide, fut également condamné à une peine de prison. Le tribunal souligna la gravité du dispositif clandestin mis en place et son influence nocive sur toute une communauté. Lorsque le procès prit fin, Cargès tenta de panser ses blessures. Certains voulaient effacer toute trace du cercle, comme si en brûlant les archives et en arrachant les pierres du lieu de la Pinède, ils pouvaient effacer ce qui s'était passé. D'autres, au contraire, demandaient qu'un mémorial soit installé pour rappeler qu'aucune tradition ne doit se placer au-dessus de la dignité humaine. Finalement, la Pinède fut laissée telle quelle, mais un petit banc fut installé à son entrée, avec une plaque discrète portant simplement « Pour que le silence ne soit plus jamais une loi ». La fille d'Antoine resta encore une journée avant de repartir sur le continent. Avant de quitter le village, elle se rendit chez Maria Bartoli. La maison était vide, mais elle voulait remercier cette femme qu'elle n'avait jamais connue, et qui, malgré la peur, avait laissé derrière elle les fragments de vérité nécessaires pour que justice soit faite. En sortant, elle croisa une vieille habitante qui lui dit « Maria n'était pas parfaite. Elle avait peur. Mais elle ne t'a jamais oublié. Elle disait que les enfants méritent la lumière, pas les mensonges. » Le capitaine Marchand quitta la Corse quelques jours plus tard. Avant de partir, il se rendit une dernière fois dans la Pinède. Le vent soufflait à nouveau, faisant bouger les branches sombres des pins, comme un murmure ancien. Il resta immobile quelques minutes, puis tourna les talons. En s'éloignant, il eut la sensation étrange que la terre retenait enfin son souffle, comme si le passé, enfin reconnu, pouvait se reposer. Le téléphone du capitaine Marchand vibrait encore lorsqu'il entra dans la salle d'interrogatoire. Les premiers résultats médico-légaux venaient de tomber. Les objets retrouvés dans la remise de Liandry étaient authentiques. Le sang sur le mouchoir correspondait à l'ADN de la famille Filippi. Les cordelettes présentaient des traces de peau et de fibres datant des années 80. Et surtout, les initiales gravées au couteau sur un morceau de bois, AF, correspondaient parfaitement à l'écriture d'Antoine, confirmée par un expert graphologue. Lorsque Marc-Antoine Liandry entra, menotté, il afficha ce même regard calme et assuré. Comme s'il contrôlait encore la suite. Il s'assit, posa ses mains jointes devant lui, et fixa Marchand. « Capitaine, avant que vous ne commenciez, je veux que vous compreniez une chose. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour protéger ce village. » Marchand ne réagit pas. Il alluma le magnétophone et la caméra. Puis il déposa, l'un après l'autre, les objets trouvés devant Liandry. Cette fois, une fissure passa dans son masque de sérénité. À la vue du mouchoir, ses doigts tremblèrent légèrement. « Antoine était des nôtres, murmura-t-il. Mais il avait franchi une limite. » Marchand se pencha légèrement. Quelle limite justifie qu'on fasse disparaître un homme? Liandry ferma les yeux, inspira profondément, puis répondit. « La limite de la paix. » Pendant des heures, l'interrogatoire se poursuivit. Liandry ne prononçait jamais le mot meurtre. Il parlait de jugement, de menace, de préserver l'honneur du village. Toujours avec ce ton solennel, presque religieux. Marchand comprit alors l'ampleur du conditionnement auquel ces hommes avaient été soumis pendant des décennies. À minuit passé, Liandry demanda une pause. Quand il revint, son regard était différent, plus dur, comme s'il avait décidé de ne plus coopérer.
Capitaine, je vais vous donner un nom. Et après, je n'ajouterai rien. La dernière personne à avoir vu Antoine vivant, après cette nuit-là, c'est Don Giuseppe, le prêtre du village. Lorsque Marchand quitta la gendarmerie, le ciel était noir et lourd. Le vent transportait les odeurs de pin et de mer, mais aussi quelque chose de plus métallique. Un avant-goût de tempête. Il avait maintenant la conviction que cette affaire dépassait un simple crime. C'était une structure, une tradition, une justice parallèle qui s'était transmise en silence. Le lendemain, à l'aube, Marchand se présenta à l'église. Il trouva le prêtre, un vieil homme mince, le regard fatigué, en train de verrouiller la sacristie. Lorsque Marchand prononça le nom d'Antoine Philippi, le visage du prêtre se décomposa. « Je ne peux pas » souffla-t-il. Certains secrets ont été confiés sous le sceau de la confession. Marchand s'avança d'un pas. « Vous savez ce que la loi dit à ce sujet. Ce secret protège aujourd'hui un crime. » Les mains du prêtre tremblaient. Il s'assit sur un banc, passa ses doigts sur les grains de son chapelet, puis murmura. « Ce n'était pas moi qui devais parler. C'était Maria. Elle m'avait supplié d'intervenir. Elle avait assisté à quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Ils l'ont menacée. Ils avaient trop d'influence. Moi, je n'étais qu'un jeune prêtre, impuissant. » Il releva les yeux, humides. « Ce que je peux vous dire, sans trahir mon vœu, c'est qu'Antoine n'a pas été tué dans la Pinède. Il a été emmené ailleurs. Dans un lieu tenu secret depuis longtemps. Un lieu où les anciens rendaient leur sentence. » Le vieux prêtre se leva, marcha vers un petit placard derrière l'autel, et en sortit une boîte métallique. À l'intérieur, un morceau de tissu brodé de symboles anciens, et un petit médaillon en argent. Odo, AF, 1982. Je ne devrais pas vous remettre ça. Mais il est temps que cette histoire cesse. En sortant de l'église, Marchand nota que 2 hommes attendaient sur la place, silencieux, le regard braqué sur lui. Le message était clair, il dérangeait. Cette nuit-là, le village ne dormait pas. Les volets se fermaient, des chuchotements circulaient. On téléphonait, on verrouillait des portes. Certains brûlaient des papiers dans leur cheminée. La nouvelle s'était déjà répandue, Liandry avait parlé. Un tabou venait de se briser. Et lorsque le capitaine rentra à son auberge, il trouva une pierre posée devant sa porte. Une pierre noire, entourée d'un cercle tracé à la craie blanche. Il n'était plus seulement enquêteur. Il était devenu cible. Le lendemain matin, le capitaine Marchand n'eut pas le temps de prendre son café. Le laboratoire l'appela à la première heure. Les fibres retrouvées sur les cordelettes n'étaient pas n'importe quelle fibre. Laine locale, teinte artisanale, typique des couvertures tissées à la main dans les villages corses jusqu'aux années 80. Des poils de chèvre étaient également présents, provenant d'une race élevée autrefois dans un seul hameau proche, San Michel, un lieu aujourd'hui en ruine, abandonné depuis plus de 30 ans. Le lien devenait plus concret. San Michel était à moins d'1 heure de marche de la Pinta di Ineri. S'il existait un endroit isolé où un tribunal secret pouvait se réunir, ce serait là. Marchand rassembla une petite équipe et se rendit sur place. Le chemin était étroit, envahi par les ronces. Le silence y était étrange, comme absorbé par les montagnes. Après 20 minutes de marche, ils aperçurent les premiers vestiges du hameau, quelques murs effondrés, une fontaine sèche, une chapelle minuscule dont le toit s'était écroulé. Mais ce qui attira l'attention du capitaine, ce fut la présence de marques circulaires gravées sur plusieurs pierres, presque effacées par le temps. Les mêmes symboles que ceux sur le tissu trouvé par le prêtre. Ils avancèrent vers une bâtisse plus grande que les autres, une ancienne bergerie. La porte était verrouillée par une poutre, mais la charnière céda après un coup d'épaule. L'air à l'intérieur était froid, chargé d'humidité et d'une odeur âcre. Les rayons de lumière pénétrant par les fentes révélaient de la suie sur les murs, et au centre, un cercle de pierre. Cette fois, pas moussu, plutôt nettoyé, entretenu. Quelqu'un venait encore ici. Sur une des pierres, Marchand remarqua des lettres gravées. Certaines anciennes, d'autres plus fraîches. Les initiales d'hommes du village. Parmi elles, AF. Et juste à côté, gravé plus profondément, M. Le sol était étrange, légèrement creux par endroits. L'équipe commença à sonder le sol avec des tiges métalliques. L'une d'elles heurta quelque chose de dur. Ils dégagèrent la terre. D'abord un morceau de bois, puis une planche entière. Une trappe. Marchand sentit son cœur accélérer. Il ordonna qu'on l'ouvre. Une échelle menait à un espace souterrain, étroit, à peine haut de 50 cm. Une cache. Ou une fosse. Un souffle vicié en remontait. Au fond, de vieux chiffons, un gobelet en métal rouillé et une trace brune incrustée dans la pierre. L'un des techniciens murmura
On retenait quelqu'un ici. Marchand resta silencieux. Il n'avait plus de doute. Antoine avait été enfermé là. Peut-être torturé. Peut-être laissé mourir. Il remonta à l'air libre, étourdi, la gorge serrée. Le paysage paradisiaque de la Corse semblait soudain hostile. Le soir même, de retour à la gendarmerie, Marchand fut informé qu'un des hommes convoqués pour audition, le docteur Serra, avait tenté de quitter l'île en ferry. Il fut intercepté. Lors de son interrogatoire, l'homme s'effondra rapidement, épuisé, rongé par la culpabilité. Ses mots sortirent en morceaux, comme des aveux trop longtemps retenus.